Bonjour les élèves, je suis très content de vous retrouver pour une troisième leçon de mécanique. Aujourd'hui, on va traiter le mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme. Bien, qu'est-ce qu'on va faire dans cette leçon? On va appliquer la deuxième loi de Newton à une particule chargée dans un champ électrostatique dans deux cas très intéressants. Le premier cas, c'est donc le cas où la vitesse initiale de la particule elle est collinéaire au champ électrostatique. Dans un deuxième cas, elle est orthogonale. Donc on va voir deux applications très importantes de cette étude. Bien, le but fondamental de notre leçon, c'est appliquer le PFD à l'étude de mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique uniforme. On commence par un petit rappel. Un rappel. Donc, comment on peut obtenir un champ électrostatique? Qu'est-ce que ça veut dire un champ électrostatique? Donc, si on place une charge électrique Q dans une région d'espace, alors les propriétés physiques de cet espace sont différentes, ou bien changent. Les propriétés physiques changent. Donc on dit que la charge a créé un champ électrique. On dit que la charge a créé un champ électrique E, qu'on note souvent E. La topologie de ce champ-là dépend de la forme de la distribution des charges, de la forme géométrique de la charge. Bien, ce qui nous intéresse aujourd'hui, comment on peut obtenir un champ électrostatique? Qu'est-ce que ça veut dire un champ électrostatique? Un champ électrostatique, c'est un champ électrique qui ne dépend pas du temps. Donc si la charge ne dépend pas du temps, on arrive à créer un champ électrostatique. Donc le champ électrique, le champ E, il dit électrostatique si elle ne dépend pas du temps. Si elle ne dépend pas du temps. Donc, pour obtenir un champ électrostatique uniforme, donc E, c'est une grandeur vectorielle. Pour que ça soit uniforme, son sens, sa direction et son intensité doivent être constantes. Pour avoir ce champ-là, on peut le créer par l'intermédiaire de deux plaques métalliques très longues, parallèles et distantes d'une distance d et portées à une différence de potentiel. Donc, on crée un champ électrostatique uniforme entre deux plaques P, deux plaques métalliques P et N, parallèles et très longues et portées à deux potentiels électriques, électrostatiques, c'est-à-dire ne dépend pas du temps, à deux potentiels
potentiels électrostatiques différents. Donc, prenons par exemple deux plaques. Je note ça, P et N. Donc, si je porte la plaque P à un potentiel électrique et la plaque N à un autre potentiel électrique ou bien électrostatique, donc différent de 0, c'est-à-dire que si j'applique une différence de potentiel, si je suppose que la différence de potentiel, par exemple, UPN est supérieure à 0, pour UPN supérieur à 0, donc il est différent de 0, donc entre les deux plaques, il y a création d'un champ électrostatique uniforme. Donc la direction, elle est comment? La direction, elle est perpendiculaire au plan des plaques. Le sens, c'est dans le sens, bien suivant le sens des potentiels décroissants. Maintenant, on a supposé que UPN est positif, ça veut dire que le potentiel de P est supérieur au potentiel de N, donc le champ électrostatique, il a une direction perpendiculaire aux plaques, il est dans le sens des potentiels décroissants. Donc E est là, le sens suivant, il est orienté de la plaque P vers la plaque N d'une façon perpendiculaire. L'intensité de E, elle est donnée par la relation E égale, dans le cas général UPN, sur la distance D qui sépare les deux plaques. Donc, pour avoir un champ électrostatique uniforme, on a besoin de deux plaques métalliques parallèles, très longues, et portées à deux potentiels électriques différents de 0, donc qui peuvent être positifs ou bien négatifs, ça dépend. Donc, dans notre schéma ici, on a supposé que UPN est positif, ça veut dire que P est porté à un potentiel plus supérieur à celui de la plaque N. Donc, la direction de E, il est comment? Il est perpendiculaire aux plaques. Le sens, il est suivant les potentiels décroissants, donc il est de P vers N, et son intensité, elle est donnée par UPN. Sur D. Maintenant, passons à l'étude, à l'application de la deuxième loi de Newton sur une particule chargée. Donc, étude de mouvement. Grand A, mouvement d'une particule chargée dans un champ électrostatique E uniforme. Bien. Dans le référentiel terrestre ou bien de labo supposé galiléen, soit une particule chargée et de masse m. Cette particule va subir l'action de deux forces. On va supposer que les deux forces qui existent, c'est le poids. Donc, cette particule subit P, son poids, et F, la force électrostatique. On suppose que le mouvement de la particule est dans une région d'espace où règne un vide
préposé pour qu'on puisse négliger toute force de frottement. C'est-à-dire les deux forces dont on peut parler pour l'instant, c'est son poids et la force électrostatique. Donc la deuxième loi de Newton, qu'on peut appeler le principe fondamental de la dynamique, peut s'écrire P plus F est égal à MA. Mais avant d'avancer dans notre étude, je vais faire une remarque très importante. Remarque. Pour toutes les particules élémentaires, on a leur masse, c'est des valeurs très très petites. Donc, devant la petitesse masse des particules chargées, on peut négliger le poids devant la force électrostatique en général. C'est pas toujours, mais dans la majorité des cas, comme on va le démontrer dans un cas très très simple, on peut, avec des conditions même très défavorables, on peut négliger le poids d'une particule chargée devant la force électrostatique. Exemple, en effet, prenons pour notre particule, prenons pour la particule chargée, prenons pour la particule chargée, un électron. On sait bien que la masse d'un électron, c'est quoi? C'est 9,11 10 puissance moins 31 kg. Supposons que cet électron-là, on va le mettre entre deux plaques P et N, distantes, par exemple, des distances D, de telle façon à avoir un champ et porter à une différence de potentiel et avoir un champ électrostatique le plus faible possible. Par exemple, je vous dis, c'est par exemple, supposons que le champ électrostatique, c'est 1 volt par mètre. C'est-à-dire un cas très défavorable, donc ça on peut l'écrire facilement. Une différence de potentiel égale 1 volt entre les deux plaques. Les deux plaques distantes de 1 mètre, on peut avoir un champ électrostatique d'1 volt par mètre. Donc, dans ce cas-là, comparons la force électrostatique subie par l'électron et son poids. Donc, calculons P sur F. Le poids, il est défini par M fois G. Ça, on le connaît bien déjà. La force électrostatique, on le connaît dès l'année dernière. Elle est définie par la charge de la particule multipliée par l'intensité du champ électrostatique. Si on fait le calcul, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça donne 9,11 10 puissance moins 31 fois 10 sur 1,6 10 puissance moins 19 fois 1. Donc ça va faire combien? Donc, c'est une 10 puissance moins 19. Donc, comparons le poids à la force électrostatique de l'électron. Donc, P est défini par M fois G. F, c'est E, c'est la charge de l'électron multipliée par le champ électrostatique. 9,11 10 puissance moins 31 multiplié par 10 sur 1,6 10 puissance moins 19 multiplié par 1. On a supposé que le champ électrostatique est dans un cas défavorable 1 volt par mètre. Donc on va avoir une valeur de à peu près de 5,7. À peu près 5,7 10 puissance moins 11. Donc, regardez bien. Donc, on peut négliger avec une grande précision. Le poids devant la force électrostatique.
précision, on peut négliger P devant F. Cette valeur est très inférieure. Donc, on peut négliger P devant F avec une grande précision. Donc, alors, si on néglige P, donc le PFD, donc la deuxième loi de Newton, donc la deuxième loi de Newton s'écrit sous la forme F égale à quoi? MA. Donc maintenant, F. Or, on sait que F, il est défini par quoi? C'est la charge de la particule fois le champ électrostatique. Donc, on peut avoir l'accélération, le vecteur accélération de la particule chargée sera de la forme Q sur ME. Puisque E est une constante, on a dit que le champ électrostatique est uniforme, donc c'est j'intègre, je peux déduire le vecteur vitesse de la particule. Or, on sait que A, le vecteur accélération, ce n'est que la dérivée première de vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse V de la particule à un instant t, ça sera quoi? C'est Q sur ME fois T plus V0. Donc, une intégration de cette expression-là permet d'écrire que l'expression de la vitesse à un instant donné. Ici, on est devant une situation très importante. Donc, le mouvement, il est plan. Donc, le mouvement de la particule, il est comment? Est plan. Et dans le plan, engendré par E et V0. C'est un mouvement plan dans le cas, dans un plan défini par les vecteurs E et le vecteur V0. Donc, deux cas très importants à étudier ici. C'est le premier cas qu'on va faire tout de suite. Premier cas, type 1, K, V0 et E sont collinéaires. On va voir le cas O, V0 et E, ils sont collinéaires. Donc, prenons l'exemple suivant. Ce faisant, maintenant, voilà les deux plaques. Entre lesquelles on va créer un champ électrostatique. Je note les deux plaques P et L. Supposons qu'une particule chargée, elle va pénétrer à l'intérieur des deux plaques par une vitesse V0. Supposons une autre fois que le champ électrostatique entre P et N, elle est dirigée, par exemple, de P à N. Ça veut dire quoi? Pour avoir E dans cette direction-là, on suppose que UPN, il est comment? Inférieur à 0.
Donc UPN inférieur à 0, ça va nous donner le champ électrostatique E dans ce sens. Bien. Orientons notre espace par un repère d'axe en X et d'axe en Y. Supposons encore que la charge de notre particule elle est supérieure à 0. Elle peut être positive comme elle peut être négative. Bien. Donc, la projection de la relation l'expression de l'accélération dans la base I et J, ça va nous donner quoi? A est là pour composante AX, AY. Déjà, AY est égal à 0, parce que E, on a choisi dans le même sens que l'axe OX. Donc AX, ça sera quoi? Ça sera Q sur N, E. E, il est dans le même sens que l'axe OX, et on a supposé que notre charge, elle est positive. Donc le mouvement comment? Donc le mouvement de la particule chargée, elle est comment? Elle est rectiligne, uniformément variée. Uniformément variée. On peut même dire accélérée. Il est accéléré parce que le vecteur vitesse scalaire le vecteur accélération est supérieur à 0. Donc, mouvement rectiligne uniformément varié suivant OX. Donc, sa vitesse à un instant donc, à l'instant T, sa vitesse est V de T est égal à Q sur M E plus V0. V0, on a choisi V0 dans le même sens que l'axe des X. Et on sait que V c'est quoi? C'est la dérivée de la position. C'est d de x sur dt. D'où l'équation horaire du mouvement est, c'est quoi? C'est x de t égale 1 demi x de t égale 1 demi Q sur M E t au carré plus V0t plus x0. Bien, une chose très très importante ici. Donc, pour trouver les équations horaires, nous devons indiquer l'instant initial et le temps initial et la position initiale. Donc, bien sûr, ces équations horaires-là, elles sont obtenues en choisissant O comme origine des espaces. O, c'est quoi? C'est le point par lequel, c'est le trou par lequel la particule elle va pénétrer entre les deux plaques. Et T en haut, c'est origine du temps. Bien, origine du temps.
Regardons une application très importante de ce cas-là. C'est application. Donc, je vais parler d'un canot d'électrons. Un canot d'électrons, comment on peut l'obtenir? Dans une enceinte où on va mettre du vide, où le vide règne, dans une enceinte, on a un filament F qu'on peut chauffer par l'effet d'un courant électrique qui le traverse. Donc, l'effet de chauffement, ça va produire une charge disparse au voisinage d'un trou que j'appelle par exemple O. Donc, si on choisit convenablement la polarité des deux plaques, on arrivera à faire extraire des électrons, ramener des électrons de point O1, je le ça O1 vers le point O2. Donc, cherchons la condition, comment on va choisir la différence de potentiel entre P et N pour que les électrons s'accélèrent de O1 vers O2. Bien, pour que les électrons soient accélérés de O1 vers O2, ils doivent subir une force électrostatique dans ce sens, F. Donc, pour que les électrons se déplacent de O1 vers O2, donc nous devons avoir la force électrostatique dirigée de F de P vers N. Or, F, on sait que F c'est quoi? C'est QE. Et pour les électrons, la charge elle est comment? Elle est négative, elle est égale à moins E. Avec E, la charge élémentaire. Donc, regardons F et E, donc les deux vecteurs doivent être dans le sens opposé. Doivent être dans le sens opposé. Donc, le potentiel de P comparé avec le potentiel. Donc, voilà E. Voilà E. Donc, E, il est dirigé vers les potentiels décroissants. Donc, le potentiel de P, il est comment? Elle est négative. Donc, UPN, elle doit être comment? Négative. Donc, la condition pour accélérer les électrons, donc pour accélérer les électrons de P vers N, on doit avoir UPN comment? Négatif. On doit avoir UPN, pardon, si je vais corriger UPN, il est comment? Il est positif. Maintenant, on cherchait la condition sur la différence de potentiel P entre P et N pour accélérer les électrons de la plaque P vers la plaque N. Donc, la force électrostatique, il doit être de P vers N. Donc, le champ électrostatique, il doit être de N vers P. Donc, pourquoi? Parce que la charge d'un électron, elle est négative. Donc, pour accélérer les électrons de P vers N, on doit avoir UPN positive. Nous, ici, pour accélérer, pour faire passer une charge positive de P à N, on a choisi ici UPN, il est positif. Regardez le sens de E. Bien. Donc, E est toujours dans le sens des potentiels décroissants. Maintenant, supposons une autre chose. Supposons que les électrons sont émis sans vitesse initiale. Ils sont émis sans vitesse initiale. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme équation horaire? D'où
des électrons à un instant T, en appliquant nos relations qu'on vient de trouver, ça sera E, la charge de l'électron, fois E sur M. Plus B0, c'est 0. Qui est égal à quoi? C'est E sur M. À quoi est égal U? C'est UPN sur D. Fois T. Fois T. Donc, V de T, c'est E sur M, UPN fois T. Bien. Pour que les électrons arrivent en O2, donc, il leur faut un temps. Comment je peux chercher le temps mis par les électrons pour arriver de O1 vers O2? Donc, le temps mis par un électron pour parcourir, pour passer de O1 à O2, ça sera obtenu facilement en remplaçant dans l'équation horaire de mouvement. Donc ça sera, on va remplacer x égale à quoi? Égale à d. D c'est quoi? C'est la distance qui sépare les deux plaques. Donc d égale 1 demi E, la charge EM fois E fois t au carré, la vitesse initiale c'est 0, x0 c'est 0. Donc x0 c'est 0. Donc t, ça sera quoi? C'est 2 fois d, m sur e, e. Si on remplace dans l'expression de la vitesse, d'où v au point O2 est égal à quoi? C'est E sur M avec une racine carrée. Donc E fois M, multiplié par quoi? De D fois M sur E. Et je vais remplacer E par son expression UPN sur D. Donc ça va donner quoi? Donc, vous avez cette expression ici. Donc, T, le temps mis par un électron pour passer de O1 à O2, on peut l'obtenir par cette équation x est égal à T 1 demi E sur M, E fois T au carré, on remplace dans l'expression de l'équation horaire. Donc, ça va nous donner C de T, c'est de Tm sur Te. Donc, V. Donc, V en 2, ça sera E sur M, E fois T, E fois T, qui est égal à quoi? E sur M, E c'est quoi? C'est UTN sur D fois la racine carrée de quoi? De 2D M fois UPN sur D. Donc, la vitesse en O2, on va simplifier cette expression-là et on arrive à quoi? C'est la racine carrée de 2 fois E, UPN sur M. Donc, faisons une application numérique. Supposons par exemple que UPN, je veux prendre une tension UPN par exemple, je veux prendre 100 volts. E, la charge élémentaire, c'est quoi? 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. La masse d'un électron, c'est 9,11 10 puissance moins 31 kg. Donc,
Tout calcul fait, on trouve VO2, c'est quoi? C'est à peu près 5,9 10 puissance 6 mètres seconde moins 1. Donc regardez, c'est une vitesse très très grande. Donc c'est une vitesse très très grande. Donc on a fait quoi? Un accélérateur d'électrons. Donc c'est pour cela ce qui justifiait pourquoi on appelle ça un canon à électrons. Donc on arrive à obtenir un faisceau d'électrons avec une vitesse très grande, de l'ordre de 5,9 10 puissance 6 mètres par seconde. Une petite remarque ici. Remarque. Prenons par exemple la limite de VO2 lorsque UPN tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que ça va nous donner? Calculons cette limite. Donc ça va nous donner plus l'infini. Normalement, ce résultat il est contradictoire avec la physique temporelle, qui admet qu'aucune particule matérielle ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière dans le vide. Donc, ce qui montre que la mécanique classique est limitée. Car, limitée, pourquoi elle est limitée? Elle est limitée car VO2, il doit être très inférieur à C. Avec C, c'est 3 10 puissance 8 mètres seconde moins 1. Donc, ce cas-là, on revient sur ce cas-là vers la dernière leçon de notre programme. Donc, ici, pour vous montrer que l'application de la deuxième loi de Newton à une particule chargée, d'où l'application de la deuxième loi à la particule chargée est justifiable lorsque la vitesse est inférieure à la limite, on admet 6 sur 10. Donc, si on a une vitesse qui dépasse 6 sur 10, on ne peut pas appliquer la deuxième loi à l'étude des particules chargées. Donc, ici, on a un canot d'électrons avec une vitesse acceptable. La vitesse qu'on a ici, elle est acceptable, elle est loin de cette valeur. Bien. Bien. Le deuxième cas intéressant qu'on va traiter, le deuxième cas, c'est quand OV0 est perpendiculaire au champ électrostatique. Donc, on va voir des applications très importantes à ce cas-là. Donc, voilà. Voilà nos deux plaques. Donc, je veux supposer, voilà, je veux prendre deux plaques métalliques P, N. Donc, je veux orienter mon espace avec un repère d'origine O. Je veux supposer que la longueur des plaques, c'est L. La distance qui les sépare, ça sera petit t. Et je veux créer un champ électrostatique entre les deux plaques. Voilà, supposons que le champ électrostatique entre les deux plaques, elle est de N vers P. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Que le potentiel de P, il est comment? Inférieur au potentiel de N. Ça veut dire que UPN, qui est égal à VP moins Vn, donc le champ, il est orienté de N vers P, donc il est comment? Inférieur à 0. Bien. Supposons que la particule qui va entrer ici, elle va entrer avec une vitesse V0. Et on va supposer par exemple que la charge qui entre en haut, supposons
que la charge, elle est comment? Que la charge Q, il est supérieur à 0. On va prendre inférieur à 0, un électron, par exemple. Q égale moins E. Cas d'un électron. Bien. L'application de la deuxième loi de Newton à l'électron entre les plaques P et N donne quoi? La force, la seule force qui existe, puisqu'on a dit qu'on peut négliger le poids, ça sera MA. Ça veut dire quoi? QE égale à quoi? MA. Ça veut dire que A égale Q sur M fois E. Bien. Donc, le vecteur accélération, il a pour composante AX, AY. Qui est égal à quoi? Moins E sur M, E. Voilà, E. Par rapport à l'axe des X, il est comment? Par rapport à l'axe des X, E, il est comment? Il est perpendiculaire. Donc, à X égale à 0. Par rapport à l'axe des Y et E, ils sont orientés dans le même sens. Donc, j'aurai AY est égal à moins E sur N fois E. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur l'axe des X? Le mouvement est comment? Donc, le mouvement sur OX est rectiligne uniforme. Sur l'axe des Y, le mouvement sur OY, le mouvement il est comment? Rectiligne, uniformément varié. Donc, l'intégration V, ça nous donne quoi? Vx, Vy. C'est quoi? C'est V0. Et suivant Y, ça sera moins E sur M E T. Plus V0Y, c'est 0. Les équations horaires. X et Y intégrant. Donc ça sera V0T. Et l'autre, ça sera moins 1,5 E sur M E T au carré. Voilà. D'où, si j'appelle ça l'équation 1, l'équation 2, j'aurai de 1 de T égale à quoi? C'est X sur V0. D'après 1. Si on remplace dans 2, on remplace dans 2. Ça va donner quoi? Y égale à quoi? Moins 1,5 E sur M E fois EE sur V0 x au carré. Donc ça, c'est l'équation de quoi? D'une parabole. Donc c'est l'équation d'une parabole. Donc entre les deux plaques, le mouvement de notre électron, il va suivre une trajectoire parabolique. J'essaie de tracer ici. Donc, notre
faisceau d'électrons, il sera dévié suivant une trajectoire parabolique. Maintenant, trouvons les caractéristiques de cette trajectoire. Donc, la première caractéristique de la trajectoire, caractéristique de la trajectoire. Appelons ce point-là le point S, le point de sortie. Coordonnées du point S. S, c'est quoi? C'est le point où le faisceau d'électrons va quitter la région entre les deux plaques P et N. Qu'est-ce que j'aurai? XS, c'est quoi? C'est la longueur des plaques, c'est L. YS. Pour trouver YS, c'est très simple. Il fallait remplacer ici, donc ça sera quoi? Moins 1,5 E fois M V0 au carré fois E. N au carré. Bien. La vitesse en S. Vs. Il aura quoi? La composante Vx et Vy. Vx, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Et Vy, ça sera E- fois E fois Ts. Et donc, pour trouver Ts, il fallait utiliser cette équation. On a XS, c'est quoi? C'est V0 Ts. D'où Ts, c'est quoi? C'est XS sur V0. Et XS, c'est quoi? C'est L sur V0. Donc, si je remplace dans l'expression de vecteur vitesse, les composantes de vecteur vitesse, ça sera Vx, c'est V0, et Vy, ça sera moins E sur M fois E fois L sur V0. Bien. Une fois les électrons arrivent en S, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont sortir de l'espace entre les plaques. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus subir l'effet de champ électrostatique, ni l'effet de la force électrostatique. Ils seront sous l'effet de leur poids. Mais, on a déjà dit une chose, puisque le poids des particules élémentaires T a une valeur très faible, donc on peut négliger son effet. On peut négliger son effet après sur le mouvement des particules chargées ici, dans notre cas, on parlait des électrons. Électrons, dans notre cas, après, négliger son effet sur le mouvement des particules chargées après S. Donc, si après S, on va négliger le poids qui est la seule force qui existe, donc on peut considérer que les particules chargées, les électrons ici, sont isolés mécaniquement. S'ils sont isolés mécaniquement, appliquons la première loi de Newton, donc ça veut dire le principe d'inertie, on peut dire que le mouvement, c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc, d'après le principe d'inertie, on peut dire que le mouvement est
particules or à la sortie des plaques de la région entre les plaques P et N, il est comment? Il est rectiligne uniforme. Avec la vitesse Vs. Donc, trouvons l'équation de cette trajectoire rectiligne, de cette ordre. Donc, pour la trouver, c'est très simple. Donc, Y, ça sera quoi? Donc, c'est un mouvement rectiligne uniforme, mais il va être suivant quoi? La tangente. Je trace la tangente. Il faut trouver l'équation de la tangente ici, Vs. Donc, Y, ça sera quoi? C'est l'équation de la tangente, il faut dériver ça. Donc, ça sera d de Y sur dx pour x égale xs. Facteur de t moins ts plus y de s. Facteur de x moins xs plus ys. Bien, dérivons ça. Donc ça sera quoi? C'est moins e fois e sur n v0 au carré x facteur de x. Donc l'équation de la tangente à la courbe ou bien à la trajectoire parabolique, elle est donnée par l'école y est égal à d de y sur d de x. Pour x est égal à xs, facteur de x moins xs plus ys. Donc je vais dériver l'équation, cette équation-là. Si je dérive ça, j'ai un x au carré. Donc le 2, ça va partir. Et pour x est égal à xs, ça quoi? C'est n. Facteur de quoi? C'est x moins n plus ys. Ys, on l'a déjà ici. Ça va faire plus moins 1 demi E fois E sur quoi? Sur m v0 au carré n. Donc, on remplace dans l'équation de la tangente et on arrive à quoi? Y est égal à moins E fois E sur m v0 au carré L fois x plus E fois E 2m v0 au carré n au carré. Donc, voilà l'équation de la trajectoire. Ça, c'est l'équation de la trajectoire rectiligne. Regardez, la forme, c'est une équation d'une droite et de la forme ax plus b. C'est une équation linéaire. Donc, voilà notre équation de la tangente. Donc maintenant, je vais reprendre. Donc maintenant, on sait bien la trajectoire des électrons lorsqu'ils vont quitter l'espace entre les deux plaques en S. Donc ils vont suivre un mouvement rectiligne uniforme et ils vont arriver sur un écran fluorescent. Supposons ça, c'est un écran fluorescent. Donc ils vont, leur tête en un point, ils vont laisser un spot, une tache lumineuse. Je l'appelle ici le point P. J'appelle ça le point O'. Bien. Une chose très importante, on doit chercher une condition nécessaire pour que notre faisceau électron ne n'entre pas en collision contre la plaque N. Donc, pour que les électrons
n'heurte pas la plaque N, il faut que YS, il doit être, je vais le prendre en valeur absolue, YS doit être inférieur. La distance entre les deux plaques, c'est quoi? La distance, on a dit que la distance entre les deux plaques, c'est D. Ici, c'est le point O. Au milieu, donc ça doit, D, il doit être inférieur à D sur 2. YS, si je remplace dans l'expression de YS, ça sera E sur M, 2m V0 au carré, L au carré, doit être inférieur à D sur 2. Ça veut dire quoi? E fois E sur 2m V0 au carré, inférieur à quoi? À D sur L au carré. Voilà la condition à satisfaire pour que nos électrons n'entrent pas et n'entrent pas en choc contre la plaque N et par suite ils peuvent sortir. Maintenant, en sortant, ils vont faire une tache sur l'écran fluorescent. Regardez, ça c'est la direction des particules incidentes. Donc, les particules, les électrons entrent entre les deux plaques avec une vitesse V0 dans la direction horizontale et ils sortent suivant une et une autre direction qui fait un angle. Donc cet angle-là, on l'appelle, c'est l'angle de déviation électrostatique. L'angle de déviation électrostatique, alpha égale à quoi? C'est l'angle entre OX. OX, c'est quoi? C'est la direction incidente des particules et la direction SP. C'est la direction suivant laquelle les particules sortent de l'espace limité par les deux plaques. Donc, comment on peut déterminer cet angle-là? C'est très simple. On peut le déterminer par des considérations géométriques. Montrons une chose très importante. Montrons que le prolongement de la trajectoire rectiligne, il va couper la direction OX, l'axe OX, en un point I. Ce point I, ça sera le milieu de, c'est-à-dire il sera à l'abscisse de L sur 2. Donc c'est très simple, on peut le montrer ici. Regardez l'équation de la trajectoire rectiligne. Si vous remplacez X par L sur 2, si vous remplacez X par L sur 2, dans cette équation, pour X égale à L sur 2, on aura grand Y égale à 0. C'est-à-dire qu'il y a que la droite rectiligne coupe l'axe OX au point I d'abscisse L sur 2. Bien. Calculons tangente de l'angle alpha. Ça sera quoi? C'est YS sur quoi? Sur L sur 2. Donc ça va faire quoi? Ça va faire E sur 2m V0 au carré, L carré, L fois 2. Donc ça sera quoi? C'est E fois L sur M V0 carré. Je vais simplifier. Si on simplifie, on trouve ça. C'est E fois U, L sur MV0 carré. Bien. Calculons la déviation électrostatique. Qu'est-ce qu'on appelle déviation électrostatique? DE. C'est quoi? C'est la distance en prime pi. P. C'est la déviation électrostatique. Donc, pour déterminer cette distance-là, on peut utiliser une propriété mathématique. Donc, considérons les triangles I,
HS. Donc, les triangles IHS, O'P sont semblables. Donc, nous aurons quoi? O'P sur HS égale à quoi? Égale IO' sur EH. Donc, ce qui va donner DE sur YS égale à quoi? IO, ça sera quoi? C'est L plus L sur 2. Et H, ça sera L sur 2. Donc, DE, ça sera L plus L sur 2 sur L sur 2, multiplié par YS. YS, ça sera quoi? E fois U sur 2M V0 carré L carré. Donc, si je simplifie mon écriture, ça sera quoi? L, donc ça sera 2L plus petit L sur L, facteur de quoi? 2E fois U sur 2M V0 carré L au carré. Donc, je vais simplifier avec L, ça va faire quoi? Donc, j'arrive à une relation très importante, DE égale à quoi? 2M plus petit m sur L, facteur de E sur M, 2M V0 au carré. Donc, je vais écrire E se forme de quoi? UPN sur D fois L. Fois L carré. Donc je simplifie par L. Je simplifie par L. Ça sera 2M0 fois E fois UPN sur 2M0 carré, UPN fois D. Donc, qu'est-ce que je peux déduire? Regardez. Je peux déduire une chose très importante. Donc, c'est 2M plus petit m sur quoi? 2D fois L sur D. Fois quoi? Fois E sur M V0 carré fois UPN. Fois UPN. Donc quoi? Donc UPN en valeur absolue peut être écrite sur la forme de D sur quoi? 2L plus petit l. L, grand L, c'est quoi? C'est la distance entre les plaques et l'écran, comme il est clair dans le schéma de D, fois L, multiplié par quoi? M V0 au carré sur E. Donc, non. M V0 au carré sur E. Voilà. UPN fois DE. Donc, UPN est égal à une constante multipliée par DE. Donc, une proportionnalité entre la tension et la déviation électrique. Ce principe-là est utilisé dans les oscilloscopes. Et le cas ici, c'est ce qu'on appelle la sensibilité verticale.
K, on peut l'appeler, c'est la sensibilité. Sensibilité verticale. Donc, on arrive à une relation très importante, la proportionnalité entre une tension et une déviation, une distance. Ce principe-là est utilisé dans les oscilloscopes. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine leçon. Donc, on va faire des exercices d'application dans une autre séance.